Donc bonjour, voilà, donc je suis chargé d'introduire et de modérer cet atelier sur l'analyse de drogue, la route est ouverte. Donc c'est un atelier qui est organisé à l'initiative et sous l'égide du collectif Galilée. Donc Galilée, c'est un collectif de 5 structures de réduction des risques, PROS, la CASE, BISIA, le BUS 3132 et, j'en ai oublié un, le RESPAD. Donc qui vise à promouvoir et à organiser un plaidoyer pour les actions de réduction des risques en France. Voilà. Donc l'analyse de drogue, la route est ouverte. L'idée, c'était de pouvoir avoir un temps d'échange aujourd'hui sur les perspectives françaises et internationales, dans un contexte où l'analyse de drogue ne s'est insérée que progressivement en France. En témoigne la dernière journée thématique organisée par l'AFR en 2015, l'analyse de drogue, il est temps de s'y mettre, ce qui nous a conduit à penser ce titre aussi, que la route était ouverte, parce qu'il a effectivement fallu attendre 2016 et la loi de modernisation de notre système de santé et un cadre réglementaire plus favorable pour que s'ouvre la voie au déploiement, à un plus grand déploiement de l'analyse de drogue en France. Depuis, de nombreux dispositifs ont vu le jour et se sont développés. Ils ont permis une meilleure prise de conscience par les professionnels du secteur de l'intérêt que représente le développement de cet outil en termes de réduction des risques pour les usagers de drogue. Toutefois, la diversification du marché des substances psychoactives et des sources d'approvisionnement met aujourd'hui à l'épreuve ces dispositifs. Le boom de la consommation des psychostimulants a notamment été facilité par l'utilisation d'Internet pour l'accès aux produits. Les usagers de drogue sont de mieux en mieux informés par les réseaux sociaux et les applications smartphones. Ces nouvelles pratiques nous conduisent à nous adapter pour construire ensemble un outil de réduction des risques qui corresponde à une pluralité d'usages, d'usagers, de produits et de modes de consommation. Les réponses sont aujourd'hui plurielles en France, mais elles restent peu évaluées, donc de l'analyse qualitative par les pairs ou par des professionnels de laboratoire, de l'analyse quantitative par HPLC, de la collecte de produits et du rendu de résultats en face à face ou à distance. Elles peuvent être aussi innovantes et ambitieuses, comme l'illustre le projet international d'énergie contrôle à Barcelone et à Madrid, donc des analyses payantes pour revendeurs sur le darknet dans une logique de réduction des risques. Et s'il nous faut aujourd'hui toujours débattre de ces différentes modalités d'intervention, d'en dégager les aspects positifs et leurs limites, il devient urgent de les évaluer pour mesurer leur impact auprès des usagers de drogue afin de construire ensemble le dispositif de demain. En ce sens, cet atelier a été conçu autour de l'intervention de Jean-Marc Priès de Technoplus qui présentera leur dispositif d'analyse de drogue par spectroscopie infrarouge et la dimension de réappropriation communautaire qui lui est associée. Le BUS 3132 à Marseille, Alma Ekenroth et Liselotte Pochard présenteront le dispositif d'analyse quantitative par HPLC développé par le BUS à Marseille. Julien Antoire d'ITAC présentera la version française de l'application No Drugs et ses possibilités pour les différents programmes d'analyse en France de diffusion publique de l'information sur les résultats d'analyse. Suivront ensuite Anton d'Energy Control Madrid qui présentera le projet international et le TEDI Project. Je ne rentre pas dans les détails, il vous racontera ça mieux que moi. Alors, il va faire sa présentation en anglais. Toutes nos excuses, ATHS me dit toutes nos excuses, on ne pouvait pas organiser la traduction, voilà, parce que la réduction des risques est la dernière roue du carrosse, c'est pas moi qui l'ai dit. Et voilà, ça c'était pour la blague. Et ensuite, pour faire le lien avec le TEDI qui rassemble les questions d'analyse de drogue, réduction des risques et de monitoring et de veille, Victor Détré de l'OFDT nous présentera le dispositif Synthèse et comment il peut venir aussi en appui à la question de la réduction des risques et de l'analyse de drogue. Et Perrine Roux nous présentera, en lien avec le texte, l'introduction que j'ai pu vous lire, le projet CheckNow d'évaluation du dispositif d'analyse de drogue en France. Et donc maintenant, je laisse la parole à Jean-Marc. Bien, merci. Ah oui. Donc, je vais vous présenter le travail d'évaluation, de comparaison que nous avons fait avec Synthèse et la spectrométrie de Technoplus. Ah, on entend mal. Mais je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de l'analyse. Voilà, c'est le 1er mai 1997, on est au Technival de Gaillon. Et c'est la première fois que de l'analyse va être faite. En fait, c'est André Bénézek, qui était vice-président de Technoplus à l'époque, qui a décidé à ce Technival donc, de faire du testing. Depuis plusieurs mois, à Technoplus, on vendait des testeurs qu'on achetait en Angleterre et puis on les vendait.
Et puis voilà, lui, il a eu l'idée de monter carrément un stand de testing sur le Technival. C'était la première fois. Alors dans cet espace confiné où il y avait 15 000 personnes, le bruit a vite fait le tour et le stand n'a pas désempli. Il y avait la queue pour pouvoir faire du testing. Les gens étaient à la fois surpris et puis trouvaient ça à la fois normal. Je raconte cette histoire, ce n'est pas pour revendiquer Technoplus sur, voilà, mais plutôt la santé communautaire. Parce qu'avec André, quelques semaines plus tôt, ça aurait pu être au Tipeee, ça aurait pu être n'importe quelle association communautaire dans laquelle il faisait partie. Mais en tout cas, c'est bien les associations de santé communautaire, c'est-à-dire issues des consommateurs, qui ont mis l'analyse de services en place. Je vais distinguer deux types d'analyse, l'analyse de veille, que nous connaissons, et puis l'analyse de service, c'est-à-dire au service des consommateurs et des consommatrices qui veulent savoir et qui viennent chercher une réponse, à savoir ce qu'ils ont acheté, s'ils ne sont pas fait carotter dans un premier temps, si ce qu'ils ont commandé ou acheté, c'est bien ce qu'ils ont eu, et puis voir la pureté plus ou moins du problème, du produit, ce que la spectrométrie malheureusement ne peut pas faire. Le testing a duré de 1997 jusqu'à 2005 et il a été interdit par décret. Donc, le décret du 14 avril 2005 donc, interdisait le testing. Et alors, je vais vous lire le texte, c'est l'analyse des produits sur site permettant uniquement de prédire si la substance recherchée est présente ou non, sans permettre une identification des substances entrant dans la composition des comprimés, n'est pas autorisée. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois le testing qui est interdit et quasi en début de la première phrase, sur site. C'est-à-dire, c'est aussi cette idée que l'on puisse faire de l'analyse de drogue sur les lieux festifs pour répondre aux questions des consommateurs et des consommatrices, comme si c'était aussi, voire plus important que le testing en tant que tel, puisque les testeurs que nous avions, c'est les mêmes que ceux que la police avait à l'époque et qui permettaient d'inculper des personnes pour possession de drogue. Donc l'outil qui permettait la répression devait pouvoir permettre aussi l'information. Mais bon, a priori, ça n'a pas bien fonctionné. Et donc à partir de ce décret, donc, il n'y a plus eu d'analyse sur site. L'analyse a été sauvée en tant que telle, parce qu'à la fois, depuis 1999, il y avait Synthes, l'OFDT, qui faisait des analyses donc dans le cadre de la veille, et puis il y a le projet XBT qui s'est mis en place, donc de faire de l'analyse par CCM. Donc c'est ce qui s'est mis en place. À Technoplus, on a essayé. On est rentré dans le circuit donc, des personnes qui prélevaient des produits. Et puis, on a essayé, nous, notre objectif, c'est quand même faire de l'analyse sur les lieux de consommation au moment où il y a la consommation. Donc, on a essayé de faire de la CCM, mais c'était trop compliqué. À la fois en termes de temps, en termes d'outils, c'était coûteux. Il fallait être très formé. Et donc, voilà, c'était impossible. Au bout de 2 ans, on a arrêté et puis on a essayé de faire autre chose. Donc, on a fait la météo des prods, qu'on a mis sur le site. Et puis, on a fait la promotion d'applications comme Pnadrog et des choses comme ça pour que les personnes soient quand même informées un peu de ce qui pouvait tourner. Et donc, voilà, il n'y avait effectivement que la mission XBT qui le faisait. Et puis, ça a duré pendant pas mal de temps comme ça, avec quelques difficultés quand même. Premièrement, on fait de l'analyse de veille et non de l'analyse de service. Donc, les consommateurs ne s'y retrouvent pas vraiment. Et oui, cette méthode, en fait, c'était la seule qui existait. Et petit à petit, de seule méthode qui existe, elle est devenue un monopole qui s'est sclérosé un peu dans le projet. C'est-à-dire qu'au début, on parlait encore de faire de l'analyse sur site, et puis petit à petit, dans les projets, tout ça, ça a été abandonné.
Ce qui veut dire que c'était compliqué. En fait, ce décret de 2005, non seulement c'est le testing qui a disparu, mais c'était aussi la place de la santé communautaire dans le cadre de l'analyse. Et donc, effectivement, tu l'as rappelé, en 2015, donc on a fait une journée, la dernière journée de l'AFR, avant que le Titanic coule, on a fait analyse de produits, il serait temps de s'y mettre. Ça veut bien dire, il y avait une dizaine de personnes qui ont mené cet atelier, enfin qui ont créé cet atelier, mais on voit bien dans le titre qu'il y a un petit peu d'énervement de voir que rien n'avance en France en termes d'analyse. Et donc c'est lors de cette journée notamment qu'on a découvert, enfin on ne l'a pas découvert, on l'avait découvert avant, mais la spectrométrie à infrarouge. On avait fait venir une personne lors de cette journée qui a présenté le projet. Et donc, petit à petit, on a changé, Technoplus a réfléchi à recommencer à faire de l'analyse. Et on a choisi de faire la spectrométrie à infrarouge. Alors, pourquoi ? Malgré, il y a un gros défaut dans cette pratique, ça donne du qualitatif, mais pas de quantitatif. On peut déterminer la nature des produits, mais pas leur concentration, et bon, ça c'est un problème. Ceci dit, c'est un outil qui donne des réponses rapidement, donc sur site, c'est primordial. C'est une technique qui peut être utilisée par toutes les personnes qui le souhaitent, c'est-à-dire qu'il suffit d'être formé, de se former à la technique et à l'outil, et on n'a pas besoin d'être diplômé, d'être professionnel pour utiliser cette machine. C'est relativement fiable, comme les réponses qui sont données sont fiables. Et donc, voilà, ça nous a fortement intéressés. Ceci dit, ça n'a pas été simple pour s'imposer. Quand on a commencé à faire de la spectrométrie, il a fallu qu'on défende notre point de vue et la pertinence de notre démarche. Il y avait des questionnements de légitimité des savoirs. Légitimité des savoirs, ça veut dire qu'on a remis en cause le fait que des volontaires ou même des personnes non qualifiées spécialisées en chimie ou en pharmacie pouvaient faire de l'analyse. Donc ça a été remis en cause. C'était assez virulent quand même. Et puis la légitimité du discours. Donc le questionnement sur la légitimité du discours et du communautaire, c'est de savoir finalement, c'est la question du rendu, l'annonciation, entre guillemets, de la réponse que l'on va donner au consommateur. Est-ce que l'association ou les membres de l'association vont trouver les bons mots pour ne pas banaliser les dangers inhérents au principe actif de la drogue? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir un discours valorisant, incitatif? Est-ce qu'ils ne sont pas trop juges et partis, hein? En gros, la vision du volontaire qui fait de l'analyse sur site, c'est il fait de l'analyse et puis il dit « Oh putain, c'est de la balle, tu l'as acheté ici, tu crois qu'il lui en reste ?» Voilà. C'est un petit peu la vision que l'on a. Il reste 2 minutes? Ah oui. Bon. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de faire un début d'évaluation. Et la première évaluation qu'on a faite, c'est avec l'OFDT, dans le cadre de Synthèse. Le projet, c'était de prendre 25 échantillons de produits, de les analyser à Technoplus avec notre méthode de spectrométrie, de les envoyer à l'OFDT qui allait faire eux-mêmes une analyse dans leur propre, comme ils le font d'habitude, et après d'évaluer les réponses qu'il y avait. Donc on a eu 25 échantillons que l'on a analysés. Sur ces 25 échantillons, il y en avait 13 qu'on a récupérés en espace festif et 12 qu'on a récupérés au local. C'est-à-dire soit ils venaient d'un CARUD, on a été amenés dans le CARUD, soit par proximité, enfin bref. C'est des échantillons qu'on n'a pas eu au local. Donc 13 en festif, 12 qui ne l'étaient pas.
il y avait 6 échantillons qui étaient représentés comme des héroïnes, 3 cocaïnes, 1 crack, 4 MDMA, en poudre ou ecstasy, 3 kétamines, 2 speed, 2 CB, dont un en festif, 1 BK2CB et 1 4 MMC. Et pour finir, il y avait un échantillon qui était inconnu, c'est-à-dire un pochon que quelqu'un avait trouvé sur une fête. On l'a analysé sur la fête et après on l'a refaite. Sur les 25 analyses, il y en a 2 où on a eu des problèmes. Le premier échantillon, donc analysé, quand on faisait une analyse, on faisait une fiche d'identité avec un numéro avant de l'envoyer à l'ODT. Enfin, les 25 ont été envoyés d'un coup. Alors, pour un échantillon analysé au local, la fiche d'identité disait que c'était de la kétamine, alors que le résultat synthèse, c'était de la cocaïne. Bon, c'est impossible de mélanger le spectre de la kétamine avec celui de la cocaïne. Ils n'ont strictement rien à voir. Donc, on s'est vraiment posé la question et tout ce qu'on a trouvé, c'était la fiche d'identité qui était pas bonne. Ben, le deuxième, c'est rebelote. C'est le pochon qui était inconnu. Sur le lieu de fête, c'est de la cocaïne qui a été analysée. Donc, j'étais marqué dans le cahier le jour de la fête. Synthèse confirmera que c'est bien de la cocaïne, sauf que nous, sur notre fiche d'identité, c'était marqué paracétamol et acétaminophène, c'est-à-dire c'est pareil, c'est du paracétamol. Donc là aussi, il y a un problème. Cocaïne, paracétamol, cocaïne, ça peut être que, effectivement, on n'a pas d'autre explication rationnelle que celle de, voilà, que c'était mal écrit. Alors nous, on les a retirés, vous pouvez les garder en tête. Il y a des personnes qui le souhaitent, vous pouvez même les garder pour en définir une preuve de l'incompétence de Technoplus. Si des gens cherchaient encore des arguments, je vous en offre un de plus. Alors je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, malheureusement, et qu'en plus, sur le tableau, mais on pourra le laisser tout à l'heure et vous pourrez le voir. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que sur les 23 échantillons, tout ont matché. C'est-à-dire qu'on a eu les mêmes résultats, que ce soit les analyses faites à Technoplus, Synthèse nous a rendu exactement les mêmes résultats. Sur un certain nombre de produits, notamment les NPS, ce sont des produits où il n'y avait que ça. C'est-à-dire il n'y avait pas d'autres produits. Sur les autres, effectivement, comme il y a un mélange. Alors quand on fait la spectrométrie, pour voir un petit peu ce qu'il y a comme produit, il y a 2 méthodes. La première, c'est par soustraction, c'est-à-dire que la méthode trouve un spectre d'un produit, c'est celui qui ressort en premier, mais comme on voit qu'il y en a d'autres, on soustrait, c'est-à-dire qu'on enlève ce spectre de la machine, elle refait des recherches et elle va trouver un deuxième spectre. On peut aller comme ça jusqu'à 3 spectres. Après, ce serait idiot, mais on peut faire jusqu'à 2 soustractions pour trouver effectivement les produits qu'il y a. Puis il y a une autre méthode quand on est un peu plus aguerri et qu'on ne trouve pas la solution par soustraction et qu'on a des doutes, c'est qu'on peut faire ça par comparaison. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a le spectre de l'héroïne, je ne le trouve pas, la machine ne le trouve pas, mais je vais aller chercher le spectre de l'héroïne, je vais le mettre à côté de mon spectre et je vais comparer les pics et je vais voir s'il y a concordance ou non. Donc c'est les 2 méthodes qui sont utilisées. Un problème qu'on a défini effectivement quand on a fait cette étude, c'est qu'un produit, quand il est concentré à moins de 5%, on n'arrive pas à le trouver. C'est-à-dire s'il y a moins de 5% d'un produit, d'une molécule dans le produit, on ne va pas pouvoir le trouver par spectrométrie. 5 encore, on peut y arriver, mais en dessous, on n'y arrive pas. Donc c'est quand même une deuxième limite. On va faire des évaluations pour voir exactement cette limite de 5%. Donc voilà, le résultat, c'est qu'on a trouvé effectivement exactement les mêmes choses que Synthèse. Ça nous a réconforté. Et plus intéressant, c'est que nous, on a mis l'ordre des spectres qu'on trouvait
et Synthes a mis les produits dans l'ordre de concentration. Et on s'est aperçu que c'était le même ordre. En fait, ce que nous trouvions en priorité, deuxième, troisième, eh bien, si vous regardez l'analyse Synthes, vous allez trouver ces produits exactement dans le même ordre, le plus concentré au moins concentré. Là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse une étude pour voir. C'est une donnée parmi d'autres, hein, c'est-à-dire que ça ne devient pas une vérité scientifique, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la machine peut produire ce type de résultat. Donc voilà, on me demande de conclure. Pour conclure, cette évaluation que vous ne pouvez pas voir, mais j'espère qu'on va laisser le tableau pour que vous alliez voir de près, bien que modeste, en fait, elle a permis de voir qu'il y avait une pertinence dans la spectrométrie à infrarouge, pertinence de le faire en milieu festif. Et donc ça, c'était quand même réconfortant vis-à-vis d'une lutte qui a duré quelques mois quand même pour que la spectrométrie s'impose un petit peu. Et donc, voilà, je voulais dire ça. Et puis plus légèrement, je voudrais dire qu'il faut laisser les projets d'analyse émis par plein de structures. Il faut les laisser mûrir, acquérir de l'expérience. Et à partir de leurs expériences et de leurs besoins ici du terrain, c'est-à-dire voilà, faire cette analyse de service, il faut laisser le faire plutôt qu'à partir de fausses urgences d'imposer des protocoles dont la légitimité serait issue de l'ancienneté, entre guillemets. C'est un message que je fais passer, puisqu'en ce moment, on est en train de valider des protocoles qui sont issus de l'expérience de la mission, en disant que ça ira très bien ça va bien calquer sur ce que l'on fait. Et en fait, non, ça ne calque pas du tout. Et je crois qu'il faut laisser, voilà, il faut laisser mûrir. On est jeune, on a le droit de faire des conneries, on apprend. Moi, je pense que la CCM, les 2 premières années, je pense qu'ils ont dû faire plein de conneries, qui a dû bien les faire rigoler. Et donc, quand on fait une connerie, il ne faut pas nous mettre en procès. Il faut nous laisser aller tranquille. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute et je vous invite à aller voir ce tableau. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, il y a beaucoup d'intervenants sur cet atelier, on est pris par le temps. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vous propose de garder vos questions et puis on essaye vraiment de se garder un temps d'échange à la fin. Donc, Liselotte et Alma qui vont nous parler de la mise en place du dispositif d'analyse de drogue quantitative Obus 3132 à Marseille. On est où ? Voilà. Hop. Donc bonjour à tous, on va vous présenter notre dispositif d'analyse de drogue donc par HPLC UV au Obus 3132 qu'on développe depuis un certain moment. Donc déjà, pour revenir sur l'analyse de service d'analyse de drogue au Obus 3132, ça a été repris de la mission XBT de Médecins du Monde en 2015. Et à partir de là, mais c'est surtout en 2020 qu'on a pu commencer à faire des analyses de drogue par chromatographie liquide hors performance. Donc je pense que, je ne sais pas si vous savez tous, c'est une technique qui permet de faire de l'analyse qualitative et surtout quantitative, ce qui est assez nouveau. On a pu avoir un temps de travail supplémentaire avec un peu plus de temps de pharmacien et un nouveau poste de technicienne de laboratoire depuis 2019 pour développer tout ce dispositif avec des financements multiples. Et aussi, on se basait déjà sur un partenariat avec plusieurs structures collectrices au niveau régional.
Juste un petit point, on continue à faire de la CCM, donc de la chromatographie sur couche mince, qui est de l'analyse uniquement qualitative. On continue à le faire en contexte festif. Voilà, on a à peu près une dizaine de partenaires sur toute la région qui nous permet de toucher des publics vraiment variés concernés par l'usage de produits. Pour revenir un peu sur le développement de cette technique, ça remonte à 2016 avec les demandes et l'obtention des premiers financements. Ensuite, en avril 2018, moi je suis allée à Berne dans le laboratoire de Daniel Allemand qui développe ça depuis très 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 longtemps, avec en plus le développement d'une unité mobile, donc de HPLC mobile UV, la même que la nôtre, celle qui nous a inspirés. Ensuite, à partir de là où j'ai fait cette formation, on va dire, on a commencé à aménager le laboratoire, parce que c'est quand même plus compliqué que le laboratoire pour utiliser la CCM. Et on a aussi commencé, on a rédigé notre première demande d'autorisation pour l'achat de standards stupéfiants à la NSM. Donc à l'époque, on ne savait pas du tout si on allait pouvoir se fournir en standard. Fin 2019, on nous a livré la HPLC, qui est en photo en dessous, et début 2020, on a eu une première autorisation d'achat de stupéfiants, donc c'était la cocaïne. En juillet 2020, il y a Daniel Allemand, notre Suisse, qui est venu nous former à l'utilisation de l'HPLC. Et à partir du deuxième semestre 2020, on a pu commencer à faire les calibrations HPLC, c'est-à-dire avec nos standards stupéfiants. Il y a une diapo qui l'explique plus tard. Pour pouvoir faire du quantitatif, on doit faire des phases de calibration et aussi instaurer un partenariat avec le laboratoire de toxicologie et toxicocinétique et pharmacocinétique du CHU de Marseille pour nous cross-valider nos résultats, parce qu'au début, on tâtonne forcément. Et donc 2021, le développement du site internet du Drug Lab, dont on parlera plus tard. Donc ça, c'est notre machine dans notre laboratoire avec la hotte pour la préparation des échantillons et des phases mobiles. Aujourd'hui, ce qu'on peut quantifier, donc pour lesquels on a fait des calibrations, c'est la cocaïne et ses produits de coupe, donc phénacétine, lévamisole, paracétamol, caféine, héroïne, kétamine, MDMA, amphétamine, 3-MMC, LSD, et les produits de coupe, et prochainement la méthamphétamine et le 2CB. Du coup, pour vous expliquer un petit peu le principe de calibration, c'est qu'en fait en HPLC, à la différence de la spectrométrie infrarouge par exemple, qui fonctionne avec une base de données, là, en fait, l'appareil nous donne une mesure d'intensité et on doit comparer ça en fait, avec des concentrations connues. D'où l'importance en fait, d'acheter des standards stupéfiants. Donc les standards stupéfiants, c'est des poudres de cocaïne ou d'autres types de poudres produites par des laboratoires privés qui sont garantis à un degré de pureté de 100% quasiment. Et donc en fait, nous, à partir de ces poudres, on réalise des gammes de dilution, donc des solutions liquides de différentes concentrations. Et donc le graphique que vous voyez à gauche, en fait, c'est en fait la réponse de l'appareil à différentes concentrations de cocaïne. Donc vous voyez en fait finalement dans l'idée, plus la concentration est importante et plus la réponse de l'appareil va être importante. Donc en fait, il y a une corrélation entre cette intensité de réponse et la concentration de la solution. Et donc à partir de cette règle de corrélation, qui est une règle mathématique de base, on peut calculer ce qu'on appelle une droite de calibration et en sortir une équation. Et à partir de cette équation, à partir de solutions de concentration inconnues, par exemple dans le cas d'échantillons qu'on aurait collectés à partir d'usagers, on peut retrouver, nous, la concentration à un degré de précision assez important. Là, il faut qu'on l'estime, mais on estime qu'on est au moins on est dans un degré de précision probablement inférieur à 5% d'erreur. Voilà. Et donc, par rapport à chaque produit, en fait, on peut identifier un produit par rapport à son temps de rétention, c'est-à-dire le temps que le produit met à passer dans l'appareil, dans le système. Donc là, dans le cas de la cocaïne, vous voyez, c'est à peu près 6 minutes.
et par rapport au spectre d'absorption de la molécule aux ultraviolets. Donc là, c'est l'exemple, encore une fois, de spectre de la cocaïne, et la spectrométrie infrarouge dont parlait Jean-Marc fonctionne de cette façon-là, en fait, à partir du spectre d'absorbance. Voilà. Donc là, c'est un exemple de résultat. Donc là, c'est dans le cadre d'un échantillon d'héroïne marron, donc une héroïne de mauvaise qualité, hein, où en fait, souvent, il y a plus de produits de coupe que d'héroïne. Donc c'est pour vous donner une idée un peu du genre de résultat qu'on obtient, sachant qu'il faut aussi imaginer que donc, l'intensité, comme je l'ai dit, est corrélée à la concentration, mais par contre, en fait, cette intensité, elle est spécifique pour chaque molécule. C'est-à-dire que là, on ne peut pas comparer, par exemple, la réponse du paracétamol avec la réponse de caféine, par exemple. Hein. Chaque produit nécessite sa calibration pour pouvoir quantifier. Mais voilà, c'est un exemple donc d'échantillon. Si, bien sûr, oui. Là, on n'a pas mis les résultats, mais oui, on peut quantifier. Je vais y venir. Du coup, là, on a les premiers résultats d'analyse sur une période d'1 an, donc de septembre 2020 à septembre 2021. Donc, on a analysé en tout 245 échantillons, tous produits confondus. Donc, vous avez un premier graphique un petit peu général qui vous montre à droite le camembert quels sont les échantillons qu'on analyse principalement. Donc, c'est par rapport à la demande, hein, qui est faite. Donc, on a principalement des échantillons de cocaïne qui nous parviennent, 37% des demandes à peu près. Ensuite, c'est la MDMA, 25%, kétamine, ensuite à 12%, la 3-MMC, puis amphétamine et l'héroïne. L'héroïne d'abord à 9% et l'amphétamine en dernier. On voulait vous présenter aussi rapidement les concentrations moyennes qu'on obtient par produit. Donc, de manière un peu générale, je pense qu'il est important de dire qu'on voit qu'il y a une variabilité assez importante des concentrations des produits. Les barres d'erreur, ça représente l'écart type, hein, donc la variabilité. Donc, vous voyez que quand même, la variabilité peut être importante. Quasiment tous les produits, sauf la kétamine. La kétamine est un produit assez stable en concentration et en variabilité. C'est tout pour là, oui. Je crois que là, il y a des petits exemples de ce à quoi peuvent ressembler des comprimés d'ecstasy qui nous parviennent en photo. On voulait aussi vous montrer un bilan qui permet d'avoir une information complémentaire un peu. Donc, en fait, la pilule là découpée en tranches, elle représente en statistique, peut-être certaines d'entre vous connaissent ces notions de donc, minimum, maximum, hein, donc concentration minimum et maximum qui sont obtenues, mais premier quartile, médiane, troisième quartile, ça nous permet de voir un petit peu comment se situent les résultats qu'on obtient. Donc pour la cocaïne, on a eu 91 échantillons. Et on est sur une médiane, où, donc, c'est-à-dire que plus la moitié des échantillons sont à 83% de concentration. Ce qui s'explique sur l'année dernière parce qu'en fait, on avait beaucoup d'échantillons de cocaïne au-dessus de 90-95%, donc la moyenne était importante. Ah oui, et du coup, dans le cas de la cocaïne, il y a presque la moitié des échantillons, 45% des échantillons qui contiennent du levamisole, qui est le produit de coupe le plus courant de la cocaïne. Je ne sais pas si tu veux dire ce que c'est de levamisole. Non. Je pense que on a des questions. Combien ? Il faut qu'on avance. Okay. Du coup, dans le cas de la MDMA, vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Hein. La médiane est à 32%. Alors là, c'est un graphique qui rassemble la MD Crystal et la MD Ecstasy, donc c'est pas la même qualité. Hein. En général, les Ecstasy sont à peu près à 30% de concentration, et c'est ce qu'on analyse le plus. On a eu 51 échantillons. Par contre, quand on analyse de la MDMA sous forme de cristal, là, on est plutôt sur des résultats autour de 92% de concentration. Ce qui n'est pas psychoactif, on ne peut pas le voir. Bah, c'est le reste, quoi. Ouais, c'est ouais, l'amidon, mais ça on ne voit pas, genre l'amidon, on ne voit pas.
Dans le cas de la 3-MMC, on est aussi sur des produits qui sont plutôt assez concentrés et peu coupés, hein, très très peu coupés. Ils ne sont pas coupés ou ça n'en est pas. Voilà, en général, c'est ça qui se passe. Mais dans notre cas, 73% des échantillons qu'on avait analysés, ils contenaient bien de la 3-MMC et principalement sous une forme cristalline. Dans le cas de la kétamine, là aussi, hein, comme un peu à la lumière des résultats précédents, vous voyez que là, comparativement à d'autres produits, c'est un produit où déjà à la moitié des échantillons analysés, on est au-dessus de 96% de concentration. Voilà, avec peu de surprises finalement. L'amphétamine est beaucoup plus variable, entre 6 et 100%, à peu près 50% de moyenne. Et 35% des échantillons d'amphétamine contiennent de la caféine également. Et dans le cas de l'héroïne, la qualité de la moitié des échantillons, c'est environ 6% d'héroïne à Marseille. Hein. On est dans une région où l'héroïne est plutôt faiblement concentrée en général. Et 100% des échantillons contiennent de la caféine, 90% des échantillons contiennent du paracétamol et le maximum mesuré ici, là, 60%, c'est un échantillon qui vient d'une autre région. Donc voilà, c'est là où on est. Donc on va passer à une autre, un peu une autre partie. C'est pour rendre visibles ces résultats et puis l'intégrer dans une stratégie de réduction des risques. On a développé un site internet où il y aura les résultats d'analyse des produits, mais pas que. Et donc voilà, qui s'appelle le Drug Lab. Et donc l'idée c'est de faire de l'allée vert, de favoriser l'accès au public les plus éloignés des services et des outils de RDR, de l'empowerment avec un accès à une information précise et fiable sur la composition, la concentration des produits, avec aussi des messages d'information sur les produits. Donc ce sera couplé avec NoDrugs, l'application NoDrugs, et donc de développer un outil adapté à la diversité des publics et aussi de favoriser le partenariat avec les structures collectrices, de rendre ça plus facile, quoi. Donc, dans ce qui va être sur ce site internet, il y aura la timeline avec les résultats des analyses, avec les photos, donc au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est accès à tout le monde. Et il y aura aussi un accès anonyme, bien sûr, mais pour les personnes qui viennent faire analyser, où elles pourront avoir accès à leurs résultats personnalisés et avec les informations de réduction des risques personnalisés. Il y aura un outil fractionnement pour les produits et des outils pour se repérer sur la concentration, voir la personne avec son échantillon où elle se situe. Un suivi de l'analyse pour les collecteurs du moment où ils envoient à notre laboratoire les échantillons et du moment où nous, on les analyse et on publie les résultats. Un volet formation pour les partenaires, les structures collectrices, avec a priori des vidéos pour rendre la formation accessible un petit peu à tout le monde, avec une cartographie pour identifier pour les usagers toutes les structures où ils peuvent collecter au plus près de chez eux. Et essentiellement ça. Et dans les perspectives, la collecte et le rendu de résultats à distance par envoi postal, c'est une question à laquelle on s'intéresse. La validation interlabo pour tous les labos qui font de la HPLC, donc ça se développe en ce moment, donc de pouvoir valider nos résultats entre nous, de façon tout au long de l'année, de demander des subventions pour acheter un spectromètre infrarouge pour compléter en fait nos résultats, parce que par exemple les substances inertes qui ne sont pas actives pharmacologiquement, on ne les voit pas. Et donc de développer encore de nouveaux partenariats pour aller vers les publics qui pour l'instant pas accès à l'analyse de drogue, et le développement d'une unité mobile, comme en Suisse, de HPLC pour les interventions en festif. Donc voilà, si vous voulez regarder, on a un poster affiché dans le hall. Merci. Alors, merci beaucoup Alma et Liselotte. On va passer à la présentation de Julien Antoire. Donc, puisque vous l'avez évoqué en lien avec le projet internet du bus 3132, la version française de l'application NoDrugs. Je te l'ouvre.
Là, comme ça. Hop, allez, vas-y. Bonjour, je m'appelle Julien, je travaille à l'association ITAC à Strasbourg et je vais vous parler de l'application de e-santé, de réduction des risques, No Drugs. Donc l'application a été créée par Philippe Krikarek, qui est un citoyen allemand, qui a pris l'initiative personnellement et sur ses fonds personnels de développer cette application et de la mettre à disposition gratuitement de tout le monde. Il y a maintenant environ 2 ans, on a identifié son projet et on a identifié qu'il n'y avait pas de version française de sa solution. Il y avait une version anglaise, il y avait une version allemande, il y avait une version polonaise et espagnole en cours de développement. On est donc entré en contact avec lui pour lui proposer de mettre en place une version française à disponibilité des Français, toujours dans cette histoire de gratuité. Philippe n'a pas malheureusement pu présent avec nous, donc j'ai présenté à sa place. Alors, les objectifs de l'application No Drugs. Faire de la réduction des risques et des dommages, réduire les effets négatifs dus à l'usage de substances psychoactives, les surdoses, les addictions chez les usagers et ceux qui considèrent consommer. L'éducation, augmenter le niveau de connaissance à propos des différents types de substances et leurs effets, et faciliter le choix éclairé des consommateurs. L'accompagnement et le conseil, faciliter la mise en lien avec les professionnels en acceptant des pratiques de consommation. Recherche, soutenir les professionnels en donnant un outil d'information pour mieux cibler leurs actions. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors, il y a 4 grandes fonctionnalités qui sont présentes dans l'application. La première, c'est la diffusion des résultats d'analyse. Vous avez l'application qui vous met à disponibilité les résultats d'analyse produits en Europe. Bon, pas tous pour l'instant, mais on travaille à ce que ce soit de plus en plus tous, et notamment en France. Pouvoir rechercher les résultats en fonction du pays ou de la ville ou le type de substance identifiée. Comprendre la composition des substances et leurs risques en mettant des infographies et en proposant des liens ensuite vers des fiches substances. Et ne rater aucune des alertes au travers de notifications push qui informent les personnes qui ont installé l'application que de nouveaux résultats d'analyse sont disponibles. Les informations substances. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est un répertoire de plus de 220 maintenant substances différentes, allant des classiques caféine, alcool, cannabis, ce que vous voulez, jusqu'aux trucs un peu plus obscurs, les NPS qui sont méconnus. L'application contient des fiches produits issues de Psychonaut Wiki, enrichies par Drug Scout, Leipzig, ITAC et d'autres organisations similaires. On a aidé pour la vérification des informations à l'intérieur, leur mise à jour et la vérification qualité. Pour la réduction des risques, que ce soit dans les alertes produits ou que ce soit dans les fiches produits, l'application propose des conseils de réduction des risques et présente aux utilisateurs des informations pertinentes et faciles d'accès pour réduire les risques avec chaque résultat d'analyse et de fiche substance. Les aides d'urgence, le troisième volet de l'application, consiste à présenter quelles sont les situations d'urgence qu'on peut rencontrer typiquement dans les situations de consommation. Vous pouvez en voir la liste là, ça va de la simple inconscience aux convulsions, aux états de choc, plein de choses. Pour chacune d'elles, il y a comment identifier, quoi faire, comment réagir, un bouton pour appeler directement les secours. Orientation et conseil, le dernier volet de l'application est là pour permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir se mettre en lien avec les structures d'accompagnement, CARUD typiquement, mais pas que, qui proposent de l'analyse de produits et qui proposent de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement pour les personnes qui consomment, avec le filtre très important que Philippe, le créateur de l'application, a depuis le départ, c'est de choisir des structures qui sont acceptantes des pratiques de consommation. Il ne faut pas que les usagers tentent d'entrer en contact avec une structure pour les accompagner et qu'ils se retrouvent face à des jugements de valeur ou à du mépris ou à du « mais non, il ne faut pas consommer ça, monsieur, évidemment que c'est risqué ». Parce que sinon, en fait, c'est des personnes qui ne reviendront pas. Ils ne retenteront pas ailleurs. Du coup, l'application contient actuellement 7900 résultats d'analyse différents, 220 profils de substances. Elle est disponible sur Android et iOS, donc Android et Apple, en anglais, allemand, espagnol, polonais et français. Elle est utilisée régulièrement par 145 000 personnes. Elle est utilisée dans 173 pays différents. Les notes par les utilisateurs, parce que c'est quand même important qu'ils puissent donner leur opinion sur la qualité de l'outil, sur le Google Play Store et sur l'Apple Store.
Les évolutions de l'usage. Alors, bon, tristement, on a déployé la version française en même temps qu'on a eu le Covid. Donc les stats, vous imaginez que c'est un peu dommage. Vous pouvez voir qu'en France, on a 5000 utilisateurs par mois. En moyenne, sur l'année, 1300 utilisateurs par semaine, 70 utilisateurs par jour. Donc vous pouvez imaginer comparer ça à des fréquentations de structures. Dans le monde, 30 jours, 145 000, 7 jours, 37 000, 1 jour, 2200. Le cumul des utilisateurs en France durant l'année écoulée par ville, bon, c'est pas très étonnant, hein, ça rejoint en gros les villes les plus fréquentées, les villes les plus populationnées de France. Donc Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg aussi. Le cumul des principales substances recherchées. Donc on n'a pas pu vous sortir exactement la liste totale des substances parce que c'est Google Analytics qui nous a fait des histoires. Mais par contre, dans le top des substances qui sont recherchées par les utilisateurs, l'intérêt des utilisateurs va vers majoritairement la MDMA, puis le LSD, puis le cannabis, puis le 2CB. Le cumul des urgences recherchées. Quels sont les types d'urgences qui sont le plus recherchés par les utilisateurs? Le bad trip, les crises cardiaques et respiratoires, les syndromes sérotoninergiques et les coups de chaleur. Toutes ces informations sont là pour aider les professionnels à orienter leurs actions sur le terrain. Si on sait que les personnes ont des intérêts pour telle thématique, tel type de substance, ça veut dire qu'il y a une demande, une attente de leur part que les professionnels sont en capacité de répondre à ça. Donc ça répond aux besoins des usagers et ça peut guider une meilleure réponse par les professionnels de terrain. Mis bout à bout, sur l'année, l'application a permis en France de délivrer 91 492 résultats d'analyse de substances, a permis à des utilisateurs de consulter 14 629 fiches substances et de se renseigner sur 8 198 conduites à tenir en cas d'urgence. No Drugs est utilisé au quotidien et soutenu par plusieurs organisations travaillant dans les addictions, donc Drug Scout, ITAC, Eurotox, Modus Vivendi, Plus belle la nuit, et un que j'arrive pas à lire et que je me souviens pas, je suis désolé pour eux. Mis en avant par des médias, Vice, Jungle World, des parutions scientifiques. Et alors, derrière la solution, Philippe, qui n'est pas là. Donc Philippe, vraiment, c'est un travailleur social, un ancien travailleur social qui est dans l'informatique et qui s'est dit, ce serait bien qu'il y ait ça, et faisons ça. Et donc il a fait ça, et depuis toutes ces années, il met son argent personnel pour le maintien de l'application, qui coûte environ 20 000 € par an. Il y a à peu près moins de 10% de ces 20 000 € qui sont couverts par les dons et les soutiens d'associations qui donnent un petit peu d'argent pour le soutenir, et par les dons des usagers de l'application, qui utilisent l'application pour donner un peu de souffle. Le souci, c'est que c'est largement insuffisant pour maintenir l'application, et c'est encore plus largement insuffisant pour permettre de développer des nouvelles fonctionnalités qui seraient bénéfiques aux usagers et aux professionnels. Donc, si jamais vous avez envie de discuter financement, je suis disponible et on en a besoin. Les sources des données. No Drugs affiche uniquement les avertissements et les résultats de tests des organisations qui répondent aux critères suivants. L'organisation est à but non lucratif, officiellement enregistrée et ou financée directement par les institutions publiques, telles que les ministères de la Santé. L'organisation travaille dans le domaine du soutien aux usagers de substances psychoactives et de la réduction des risques et des dommages. Sa principale source d'information sur les substances est Psychonautes Wiki, qui est une encyclopédie communautaire en ligne soutenue par l'UNDOC. Désolé, je suis mauvais en acronyme. Le MCDDA, etc. La qualité du contenu. Toutes les informations relatives à la réduction des risques, telles que les informations d'urgence, les profils substances, les conseils, ont été examinés par l'association ITAC. Travailleurs sociaux, urgentistes et pharmacologues ont participé à la revue en 2019 et en février.
En outre, les utilisateurs de l'application No Drugs ainsi que d'autres organisations qui utilisent l'application dans les cadres professionnels fournissent régulièrement des commentaires et de l'amélioration continue sur les domaines où le contenu peut être amélioré et les informations peuvent être étendues. Donc il y a une grosse dimension communautaire dans le projet. La protection des données et de la vie privée. Alors évidemment, pour un outil comme ça, où les gens se renseignent sur des substances psychoactives, et très souvent, ils se renseignent peu de temps avant de commencer à les consommer, c'est très important de garantir un cadre hyper sécure pour utiliser l'application. Donc l'application a les maximums de niveau de sécurité, le minimum de collecte de données, et propose un cadre d'usage complètement compliant avec la RGPD. J'ai été court. Et merci Julien pour cet incroyable respect du timing. Okay, so now let's speak in English with my very beautiful French accent. Okay, could you come, Anton? So Anton Gomez is going now to speak about the international project of energy control and also about the TEDI project. En étendu avec PowerPoint. Okay. Any point, I will be happy. Okay. Thank you. Not now, but later. Yes. During the Si jamais il a besoin. Ok, merci Miguel. Par contre, tu peux dire que pour les questions, il les pose en français et que moi je traduirai en espagnol. Donc voilà, c'est des questions après. Ok, après, l'idée c'est que Miguel traduisait pour Anton, parce que voilà, pour qu'il comprenne toute la nature des échanges. Et si vous avez des questions ensuite, Miguel sera là pour les traduire en espagnol à Anton. Voilà. Ok. I will try to speak very clear so everyone understands. I'm not English, so it's not my best language, but I think I can do it. So I want to speak a little bit about drug analysis on the dark net, on the crypto markets of the dark net, and especially what is going on with working with resellers or even dealers. This is something that I will clarify later because it's not what we do at Energy Control, but we are seeing that by working with users, we are having an impact on the market. So the message is getting to the resellers, and we're having a bigger impact than just working with the users. And also I want to introduce the TEDI project. And I will start by introducing the TEDI project. The TEDI network is a network that was built 10 years ago, I think, or 15, if I'm not mistaken, and it's putting together 19 different European organizations that are performing drug checking. So the idea is that if you have only one point in the map where you can check drugs, that information is going to be not very useful. But if you can build a network that is sharing information among each others, you can detect like global trends, and you can have much more valuable information than just having one point in the map. So this is the idea that was in the beginning of the TEDI network. Now this network is operating all year and is sharing information, and it has some of the organizations that have been working for more than 30 years. So there is a lot of expertise in between the organizations that are making this network. Also, the methods that are using in the analytical methods are very, very variable. So you can have here, you can see here the list. So gas chromatography with mass spectrometry, like FTIR, Raman, thin layer chromatography with ultraviolet spectrometry. So it's very, very variable, like the techniques, but at the end of the day, we're having like a very big network that is sharing information and is getting a much better picture of what's going on than just having one organization checking drugs.
These samples are collected in very different ways. So it's all drop-in centers, also in parties, in laboratories set up in raves or inside clubs. So you can have access to a variety of publics, of different people, both in parties and also in their outside parties, like in the streets. And even online, that is something I'm going to talk about now. The TEDi is also producing publications. Some publications are for the internal use, so meaning that standardization of how to collect the samples, standardization of how to analyze them, because if we want to be able to compare data, we need to have all the same measures, we need to have all the same variables, we need to have data that is comprehensive and similar, because otherwise it's not possible to compare it. Also, there is an increasingly trend to publish in scientific journals all this knowledge that is being gathered by the network. So this way it can be further useful for researchers all around the world, public health researchers and people even in politics and in different areas that can have access to this information. So this way is having like a more useful life for all this information that we are gathering. This is one example of one of these scientific publications that we produce every year. Also, the TEDi network is increasingly collaborating with the MCDDA, because the TEDi network has a very valuable role as another monitoring tool to put together with the ones that are already being done by the MCDDA. So you're having like wastewater analysis, you're having like these questionnaires for the population, and then you can add also these drug checking results to these products that the MCDDA is producing every year, like the European Drug Report or the statistical bulletins that are published every year. It's very interesting that there is an increased trend in interest on synthetic cannabinoids that has been flowing in the market in the last years. And in this regard, the TEDi network has been working, especially in the study of this one in particular, the MDMB4N Pinaca, that there were struggles in Europe because of this synthetic cannabinoid, and in the last years, there's a lot of data being collected in these different countries that are part of the network, and is about to be published. This article is almost published. It's going to be probably in the next few days, and is one of these examples of what can you do with all this data that is being taken by the different nodes of the network and the different organizations that are sending the information. Because only one organization is not able to produce this kind of information, but with all the network, you can have these scientific publications that are very important and very representative of what's going on in Europe these days. Especially talking about the Energy Control International Drug Checking Service, that is one of the different services that are part of this network. This one was started in Spain in the year 2014, and the idea was to offer the possibility of drug checking to people from different countries, not only in Spain, because until this point, the Energy Control Service was only available and accessible for people in Spain. But from this point onwards, anyone in the world can access this service. And this is very interesting because this gave us access to the darknet, to the new crypto markets that were flowering at that time. Since then, since the year 2014, this international drug service has analyzed like 5,000 samples. Most of them are coming from the USA, from Australia, from Germany, from the UK, but in total there are around 50 countries that has been analyzed, or samples have been analyzed from 50 different countries. And more than half of these samples are coming from crypto markets, because it's the main use that people is giving to this international service. These samples are sent by mail to the main laboratory in Spain,
and they are analyzed, and all this data is also very useful, of course. Just to show you a little bit of success stories that are thanks to this possibility of having access to internet markets, for example. In this case, there was this heroin that was laced with octanfentanyl that is very toxic and very powerful. And if I'm not mistaken, this sample was sent by Technoplus or one of these European organizations to the network, and it was identified. And thanks to this identification, it was possible to inform and to send a warning that made the moderators of the internet markets take down within a few hours the sellers that were selling this. So thanks to this information, there was a real-time possibility of stopping a vendor that was selling very dangerous substance batch. The idea of working with crypto markets comes because we think it's a tool that is very useful for sending advice to advise people in the drug consumers and to improve harm reduction access. We also think that it's also a very useful public health tool and gives you the possibility of monitoring that is very useful for the public for the public health research and public health protection. And also, it has this indirect impact that I'm going to talk about right now. And this is one of the topics that were most interesting to talk about today, and is this, how can we impact the reselling or the dealers by just working with drug users, not working straight with the resellers. And it's because we don't analyze samples for dealers or resellers. We are not allowed to do this. But we know that some of them are approaching us, pretending to be drug users or being drug users, because they also have their own drug consumption. And thanks to this access, with the information we produce for the drug users, some of them are taking this information and are using them actually to improve the way the market works in terms of health. So, for example, we have forums of people that are buying small samples from dealers, sending to our lab as consumers, and then posting the results among them, and also letting the moderators of the markets know so they can take down buyers or sellers that are selling bad quality products or products that can be very damaging. And this is done without us having any direct contact with the dealer. It's just like a community initiative, which is very interesting, happening mostly on darknet forums of the internet. Yeah, this is the last point I put here, is that this analysis is making harm reduction more accessible for people, and also more, and vendors are even trying to cope with this new vigilance that they are having from their own consumers by trying to send better products, sell better products, and to take, and they don't feel as safe as they were feeling before selling products that are bad quality, because this new information that users have access to is very powerful in terms of taking them down from their markets. For example, this is one of the most famous examples, that is the collaboration with Energy Control with the DN Stars forum from users. This was the users were interested in having access to the results of the different samples. Unfortunately, drug analysis is not free when we are talking about international drug analysis. So they came up with a very interesting idea, and they just grouped together and spend a little bit of money in paying a drug analysis in our lab, so they can have access to the information on what is the purity of the substance they're going to get from any seller. No? So in advance, before buying, before risking, they just buy a small sample, send it to the lab, and if they got a result that they like, then they go with it. If they don't like the result, then they report this buyer to the market, so the market is able to take them down.
So it's a very interesting community development to protect the market from inside. Unfortunately, DNSTARS is not anymore working on the internet, but there's now this new project that we're also doing with the Dread Forum. It's the same concept with a new platform. So we were approached by these people wanting to set up a similar scheme that the one that was set up with the DNSTARS. And now we're working with them with harm reduction and offering them this drug analysis for group users that was so useful in the past with the DNS stars. And we are seeing that the market is responding to this work that we are doing in terms of drug checking. And this is just a metaphor of what we are seeing. And it's suddenly the sellers are starting to offer different quality products with different, with different purities or different adulterations as a way of meeting the user needs. Because now they know that a lot of their users can know exactly what they are selling. So they are trying to cope with this by being more honest, let's say, in what they are offering to the market. And well, we are going to something that looks like this picture, no? Like the consumer can decide like whether they want to purchase like the high quality, safer product, or they prefer to go with the low quality or less. So this is something that's very interesting. It's happening in the market. We don't know exactly if it's coming from the impact of the drug checking services, but I think we have a good reason to suspect that has something to do with it. And I'm out of time, so thank you very much. Thank you, Antoine. Merci. On peut donc imaginer un dispositif d'analyse de drogue qui fait complètement alliance avec le marché, avec la question de la revente, avec la question des usagers. J'aimerais vraiment qu'on y revienne dans le débat ensuite. Merci beaucoup, Anton. Victor, lettré de l'OFDT pour Synthèse. Alors, le débat, c'est encore une intervention. Ah d'accord, oui. Encore. Ah oui, d'accord, ok, oui. Encore deux, ok. Il est un peu ambitieux. La 5, si tu veux, elle est là, 5. Bonjour à tous. Alors, moi, je viens présenter un dispositif un peu moins innovant, un petit peu moins récent. Je viens présenter le dispositif Synthèse, donc, qui monitore l'offre depuis 1999 en collectant des produits auprès des usagers au niveau du marché tel que le produit est vendu à l'usager et non pas en amont des coupes comme il pourrait s'agir lors de l'analyse de saisie douanière ou policière en gros volume. L'OFDT est impliqué aussi dans les réunions institutionnelles dont on a parlé tout à l'heure qui visent à décrire l'objet analyse de drogue aujourd'hui pour les pouvoirs publics afin de déployer un dispositif national. Donc on participe à ces réunions-là ainsi qu'à celles du réseau de la Fédération Addiction. L'analyse de drogue, c'est un objet pluriel comme on le voit aujourd'hui, qui est entre un outil de RDR, entre un geste scientifique et, en ce qui nous concerne, la production de données essentielles pour l'observation du marché et de l'offre. Alors, le réseau Synthèse, c'est un réseau qui est porté par des structures de terrain qui ont une activité auprès des usagers, qui sont en contact avec les usagers, que ce soit au niveau de structures d'accueil comme des XAPA ou des CARUD, et aussi porté par des structures qui vont intervenir en milieu festif. Le réseau est composé de 17 coordinations, dont une pour l'espace virtuel avec le forum psychoactif. Donc on collecte des produits. Lorsque les usagers postent un trip report sur le forum en parlant d'effets indésirables qu'ils ont eu avec un produit, tout de suite les modérateurs vont proposer un envoi au dispositif Synthèse pour analyse. Et dans ces cas-là, le résultat est transmis à la modération. Et donc exactement comme pour un déploiement sur le terrain, le dispositif Synthèse n'est jamais en contact direct avec l'usager, ce qui garantit son anonymat et l'accès à tous les usagers au dispositif et à l'analyse.
Donc le réseau Synthèse est porté par des structures de terrain et se superpose à d'autres réseaux, donc des réseaux d'acteurs, mais aussi des réseaux de CEIP, parce que plusieurs coordinations sont portées par des CEIP, et on encourage très largement la coopération locale entre ces structures. Donc on peut imaginer des partenariats entre des structures qui proposent de l'analyse de drogue RDR sur le terrain avec les coordinations locales, avec les CEIP, afin d'avoir à la fois un enrichissement par des informations locales sur les phénomènes qu'ils observent, mais aussi un enrichissement avec une perspective nationale qui dépasserait un petit peu les phénomènes observés localement. En parallèle de ça, il faut préciser l'autre réseau qui compose Synthèse, c'est celui des laboratoires. Et donc les laboratoires ne sont pas des laboratoires qui sont portés par l'OFDT, contrairement à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. En fait, on utilise des laboratoires partenaires. Donc il y aura un laboratoire universitaire qui est celui du CHU de Lille et des laboratoires qui appartiennent aux douanes, à la gendarmerie et à la police scientifique. Donc là, on a accès directement à des laboratoires qui ont une grande variété de solutions standards, comme on a vu, donc ils vont pouvoir faire de la qualification, de la quantification sur une très large variété de molécules et qui nous permettent de rendre des compositions très précises aux usagers. Et donc, comme vous l'entendez déjà à mon propos, ce dont on va dépendre, c'est de leur quantité de travail, la quantité de travail qu'ils ont sur leur mission première. Et aujourd'hui, vous savez bien que l'activité des laboratoires de police, de gendarmerie et des douanes est très soutenue avec l'activité que vous leur connaissez, et donc on observe depuis quelque temps un agrandissement des délais d'analyse et donc un retour de résultats qui vient plus tardivement que le nécessiterait une action vraiment de réduction des risques. Je vous ai listé en bas de la diapositive les motifs de collecte qui sont ceux qui caractérisent le dispositif, donc qui vont impliquer un biais de sélection dans les échantillons que l'on observe. Donc nous, on ne peut pas faire des moyennes et tisser un petit peu le tableau des produits qui circulent, des produits entre guillemets normaux qui circulent et qui constituent la variété du marché. On va plutôt se concentrer sur des échantillons à la marge, qui soient peu dosés ou très dosés, et tous les échantillons qui ont un caractère de nouveauté, donc qui seront présentés comme une nouvelle forme, comme une nouvelle molécule, voire quelque chose de vraiment inattendu. Ici, j'insiste sur cette diapositive sur la coopération entre l'analyse RDR et la veille sanitaire en soulignant plusieurs enjeux. Les enjeux de veille pour Synthèse, je fais souvent cette analogie. En fait, le dispositif Synthèse, c'est un grand filet. On essaye de couvrir tout le territoire. On essaye d'être en lien avec chaque structure qui collecte des produits pour avoir accès aux échantillons qui nous intéressent. L'objectif, c'est pas de tout analyser, mais c'est vraiment de récupérer et de récolter les échantillons qui concernent vraiment notre mission première, qui est celle d'établir un portrait des produits qui sont vraiment à la marge, qui peuvent avoir un caractère de nouveauté ou de dangerosité et qui circuleraient sur le territoire. Donc j'ai précisé un petit peu un point historique dans l'histoire de Synthèse, qui a été le partenariat informel d'abord avec le réseau XBT depuis 2016, avec lequel on a bénéficié mutuellement en fait, de ce partenariat. C'est-à-dire qu'on collectait les échantillons, et on collecte encore les échantillons qui ne sont pas complètement identifiés par la CCM. On leur fait un retour de résultats avec la composition complète, ce qui leur permet, eux, de comprendre les éléments qui leur manquaient et de pouvoir en fait créer eux-mêmes leur solution standard et donc bénéficier de cette analyse pour monter en capacité. Aujourd'hui, les structures hors de ce réseau-là ou les structures qui ne mobilisent pas la CCM, on a encore à dessiner les modalités de ces partenariats pour pouvoir travailler ensemble, leur permettre de comparer, un petit peu comme Jean-Marc l'a montré tout à l'heure, comparer leurs analyses avec les nôtres lorsqu'il y a un doute sur leur analyse. Encore une fois, je maintiens les modalités de collecte Synthèse qui sont limitées à certains types de situations et toutes les structures qui collectent des produits, qui collecteraient des échantillons qui pourraient être en accord avec ces motifs peuvent les envoyer directement à Synthèse en passant par leur coordination locale. Donc, comme je le souligne encore une fois ici, pour les autres méthodes d'analyse, il reste des modalités de travail à définir et on est ouvert à la discussion avec toute structure qui pourrait bénéficier de l'utilisation de Synthèse pour finir de qualifier les échantillons. Et en parallèle, ce qui nous intéresse, je rebondis sur mon premier point, c'est-à-dire une fois qu'on a collecté toutes ces données, ça nous permet de les analyser au niveau national, de donner une perspective à des phénomènes que l'on pourrait observer localement et vraiment se rapprocher de l'observation que Synthèse fait sur le terrain depuis 1999 avec une veille dans la durée et sur l'ensemble du territoire plutôt que de se fondre dans des phénomènes locaux.
Donc l'accès à l'analyse synthèse peut passer par plusieurs moyens. Lorsque vous collectez le produit, lors de l'entretien de collecte, il est important de questionner sur effectivement les motifs de collecte qui caractérisent synthèse. Donc l'usager arrive avec ses produits, on va lui demander si il a un caractère de nouveauté, est-ce que l'usager l'a consommé et est-ce que s'il l'a consommé, il a ressenti des effets indésirables. À ce moment-là, l'envoi direct à synthèse peut être possible en lien encore une fois avec la coordination régionale. Lorsque l'échantillon est passé sur l'analyse RDR, localement, on peut se poser la question lors du résultat, est-ce qu'on a un score, je pense à l'infrarouge, est-ce qu'on a un score de match satisfaisant? Est-ce qu'il reste un doute? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce que la réponse que l'on donne à l'usager reste encore un petit peu floue? Si oui, il est possible de mobiliser synthèse, encore une fois, en lien avec la coordination régionale. Et de l'autre côté, si le résultat est satisfaisant, il n'y a absolument pas de raison que synthèse s'en mêle. L'autre point important que j'aimerais souligner, c'est aussi la possibilité de partager les données globales. Là, tout à l'heure, on a vu l'analyse du bus 3132, c'est passionnant et ce serait des informations qui seraient intéressantes de joindre à nos rapports, de participer à une observation plus large des produits où on s'affranchirait justement des motifs synthèse et où on pourrait parler des échantillons courants sur le territoire. Et je voudrais finir simplement sur une observation, justement, un bénéfice de la veille, en fait, où je voudrais différencier 3 situations différentes. La diffusion d'un lot, donc ce sera l'apparition d'ecstasy fortement dosée, ça va être un type de coupe particulier, ça va être un phénomène qui va apparaître dans un lieu qu'on va pouvoir constater. Et au niveau de la veille, il est très difficile d'établir les paramètres qui vont expliquer comment le produit va se diffuser. Donc là, on peut partir d'une analyse qui aura été faite dans une structure en un point donné à un temps donné, et c'est très difficile d'établir un caractère d'alerte à une analyse ponctuelle dans un lieu. Donc le dispositif synthèse ne fait pas d'alerte seul, il va informer les pouvoirs publics qui vont ensuite saisir des institutions sanitaires pour caractériser le degré d'alerte sur les produits, les échantillons qu'on aura collectés. Mais synthèse ne fait pas d'alerte. L'objectif de synthèse, c'est de fournir de l'information aux acteurs de terrain, aux décideurs politiques, aux institutions, mais aussi aux usagers en valorisant les informations qui résultent de ces analyses. Donc la diffusion d'un lot, ça peut se caractériser par une analyse, mais ça peut aussi se caractériser par ce qu'on appelle un cluster, qui est maintenant un peu une image en lien avec le Covid, mais un cluster une vague d'overdose localement suite à l'arrivée d'un nouveau produit. Je pense par exemple au Caru de D'aulnay, où on a eu l'occasion plusieurs fois de collecter des héroïnes fortement dosées. De l'autre côté, on peut faire la différence avec la diffusion d'un phénomène. Là, l'exemple le plus criant aujourd'hui, ce sera justement la circulation d'herbes de cannabis avec des cannabinoïdes de synthèse qui sont pulvérisés. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas juste un lot qui s'est diffusé très localement, mais un nouveau phénomène d'adultération des produits qui s'est diffusé sur l'ensemble du territoire. Donc là, encore une fois, tout ce qu'on peut faire, c'est mobiliser les acteurs de terrain, promouvoir de l'information et valoriser les résultats qu'on a eus dans synthèse. Et le dernier point, c'est la diffusion de pratiques. Et là, on va plutôt parler de produits qui sont relativement stables et dont les usages vont circuler entre le même genre de population à des endroits très éloignés et se maintenir dans le temps. Et là, cette fois-ci, je prendrai l'exemple du vapotage de cannabinoïdes chez les mineurs, chez les lycéens. Donc ça, c'est un phénomène que l'on observe depuis plusieurs années. L'analyse de drogue ne va pas forcément apporter des informations particulièrement, qui vont expliquer particulièrement le phénomène localement, mais en fait, cette observation ponctuelle à différents endroits, se maintenant sur la durée, va nous permettre d'établir l'arrivée de nouvelles pratiques qui concernent une nouvelle population d'usagers. Et ça, c'est des choses qui sont très intéressantes pour synthèse. Pour nous, ça pose beaucoup de problèmes, notamment le fait que les usagers soient mineurs et donc peuvent difficilement avoir accès aux dispositifs synthèse de leur plein gré. Et la question de la collecte, en fait, est très sensible parce que souvent, les collectes de ces produits arrivent parce qu'il y a eu malaise dans la structure scolaire, l'usager s'est fait confisquer son produit et l'établissement veut avoir accès à l'analyse de drogue. Donc dans ces cas-là, le dispositif synthèse ne redonne pas le résultat à la personne qui a collecté le produit. On garde le résultat pour établir un portrait dans le territoire de la coordination concernée, mais on ne va pas faire de retour parce que justement le produit a été collecté par un tiers et qu'il y a une menace de sanction pour l'usager. Donc le dispositif s'interdit d'analyser lorsque le produit est donné par un tiers, donc une personne qui n'est pas concernée, lorsqu'il y a des sanctions
qui peuvent arriver avec la collecte. Voilà, donc il me semblait important de différencier ces trois cas. Une chose qui est importante, c'est que la dangerosité d'une composition peut être pour elle-même, ça va être un lot qui va être coupé à la xylazine comme on a vu cette année, ça c'est dangereux, et après un fort dosage, une forte teneur, ça va être dangereux à partir du moment où il y a de grandes variabilités. D'accord ? Si le produit est stable avec une forte teneur dans une région, ça n'a pas forcément un caractère de dangerosité. Donc ça c'est important aussi de ne pas jouer sur le sensationnalisme du résultat d'une analyse qu'on va pouvoir mettre en avant. Là, par exemple, sur la cocaïne, en fait, ça a l'air très stable à Marseille, et je ne crois pas que ça qualifie... D'accord, mais je ne crois pas que ça soit un critère de danger particulier, en fait, d'avoir des teneurs qui se maintiennent dans un faible écart type. Voilà, je finis avec un petit peu d'autopromotion sur la publication du point synthèse où on va traiter nos données annuellement en les comparant à celles des saisies policières, toujours pour avoir à la fois une description des produits à la marge via le dispositif synthèse et des produits tout venant, entre guillemets, qui seront saisis par la police. Vous avez aussi l'enquête CRAC en Ile-de-France où il y a eu tout un volet d'analyse de drogue sur des échantillons complets qui avaient été rachetés aux usagers. Merci à tous. Bonjour à tous, donc on va aller vite, vous inquiétez pas, ma présentation sera brève. Merci à Yann et au collectif Galilée de m'avoir invité à présenter un projet de recherche qui n'a pas démarré, donc voilà, il n'y aura pas de résultat, ça va être rapide, mais c'est vraiment une belle occasion pour moi de pouvoir montrer comment on va essayer d'accompagner le déploiement de l'analyse de drogue en France grâce à un projet qui a été financé par l'IRESP. Donc voilà, c'est un gros projet national qui vise à étudier l'efficacité de l'analyse de drogue et d'autres aspects. Donc, ce projet, il est né en fait d'une mission que la DGS nous avait confiée pour faire un peu un état des lieux de l'analyse de drogue en France. Et bon, ça n'a pas été une mission simple, mais elle a eu pour avantage de m'avoir permis de recruter Marie Dos Santos et qui a travaillé sur ce projet et qui a rejoint notre équipe en tant que sociologue. Donc voilà, ce rapport a été basé sur une enquête sociologique qui a eu pour objectif d'étudier un peu les perceptions des acteurs de terrain qui proposaient l'analyse de drogue. Donc on a montré évidemment à travers cette enquête qu'il y avait un intérêt très fort pour les usagers, que les acteurs étaient très motivés et mobilisés pour développer l'analyse de drogue, qu'il y avait un consensus autour de l'analyse de drogue, mais qu'il y avait aussi beaucoup de divergences sur la manière de proposer cet outil de réduction des risques. Donc il y a quand même, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a 3 moments clés: la collecte de l'échantillon, l'analyse, le rendu des résultats, qui sont des étapes très importantes. Et également, un point qui nous a semblé important à mettre en valeur dans ce rapport, c'était l'importance de mettre en place un partenariat entre une structure de réduction des risques et un laboratoire de toxicologie. Que cet outil-là n'était pas forcément un outil qu'il fallait rendre difficile de par une technique très complexe, mais l'importance quand même de pouvoir valider cette technique de réduction des risques grâce à un laboratoire de toxicologie à proximité. Donc, ce qu'on observe dans la littérature scientifique et ce qui m'a amené à proposer ce projet de recherche, c'est qu'on a pu observer dans la littérature des bénéfices auprès de publics, mais on n'a pas vraiment de données scientifiques sur l'efficacité réelle de l'analyse de drogue. On peut observer dans les articles qu'il y a beaucoup d'impact sur les usagers, sur des publics très spécifiques, les participants de Free Party, qui vont par exemple déclarer si le produit n'est pas celui qu'ils attendaient, peut-être jeter le produit pour certains. En tout cas, il y a des effets qui laisseraient penser que l'analyse de drogue va permettre de réduire des complications liées à l'usage de drogue. Mais il n'y a jamais eu de réelle étude pour démontrer l'efficacité sur la santé des usagers. Il y a eu également d'autres articles très intéressants sur les bénéfices dans des contextes particuliers, dans le contexte de l'addictovigilance, dans le contexte où il y a une émergence de nouveaux produits de synthèse,
Et puis, évidemment, dans le contexte nord-américain, avec la crise des opiacés, l'analyse de drogue est apparue comme un outil évident de réduction des risques pour mesurer la présence de fentanyl dans les produits consommés. Donc, l'objectif de ce projet Check No, donc Check No ou Check Now, voilà, comme vous voulez, mais en fait, l'idée, je voulais qu'il y ait savoir dans le titre de ce projet, donc No Drug, on se rejoint. C'est très ambitieux, voilà, on verra ce qu'on arrive à en faire, mais d'évaluer l'efficacité de ce dispositif auprès des personnes qui consomment des produits, au travers donc de l'impact que peut avoir cet outil sur la réduction des événements indésirables, sur l'amélioration des connaissances, des compétences, de la capacité d'agir, donc l'empowerment, on en parle beaucoup, mais c'est un critère qui est très difficile à évaluer. Donc voilà, il va y avoir un travail de définition de tous ces critères. Et puis, en quoi ça peut améliorer les pratiques de prévention ou la réduction des pratiques à risque liées à l'usage. Et ce projet n'est pas seulement un projet d'efficacité, d'étude de l'efficacité, mais aussi un projet d'étude de la mise en œuvre, parce qu'on est vraiment dans l'épanouissement de ce dispositif qu'on ne connaît pas si bien que ça, hein. Il y a plusieurs manières de faire. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les acteurs, d'observer et de donner un peu des résultats, des billes pour la suite, pour améliorer le déploiement et voir un peu comment on peut optimiser en tout cas cet outil de réduction des risques. Donc on va essayer de comprendre un peu l'impact des caractéristiques des personnes qui vont utiliser le dispositif, l'impact de l'analyse de drogue sur les pratiques professionnelles, sur les perceptions des intervenants qui proposent l'intervention, et on va aussi, dans les objectifs secondaires, décrire le réseau national et les pratiques professionnelles. Alors la méthodologie, elle se base sur une recherche communautaire, comme on a l'habitude de le faire dans notre laboratoire, qui est le CESTIM, je ne me suis pas présentée, mais voilà le CESTIM à Marseille, de développer une recherche qui va impliquer les usagers dès la question de recherche et ensuite tout au long du processus d'évaluation. Et c'est un projet de recherche qui va se baser sur, on appelle ça l'implementation science, la recherche sur la mise en œuvre, où on ne va pas seulement questionner l'efficacité, mais aussi le déploiement et d'autres critères qui vont permettre d'assurer ensuite la pérennisation de ce dispositif sur le long terme. Donc il y a des méthodes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, ça va être de créer un groupe, un comité de pilotage avec des usagers, avec des spécialistes, toxicologues, intervenants de terrain, et puis des chercheurs qui vont essayer de définir un peu les différents critères, la manière dont on va conduire l'étude. On va, pour ce projet, utiliser des méthodes mixtes, à la fois des méthodes quantitatives par questionnaire qui permettent de démontrer l'efficacité. On a besoin de chiffres pour ça. Donc là, ce sera des statistiques, mais il y aura aussi une méthode qualitative qui va approfondir certaines questions grâce à une approche sociologique où on va aller réaliser des entretiens auprès des usagers et des intervenants de terrain. Et donc voilà, c'est un projet qui associe des partenaires de terrain et l'Université de Laval aussi, qui est spécialiste de ces projets de recherche sur la mise en œuvre. Donc voilà, rapidement, une première étape qui va consister à cartographier, à aller identifier tous les partenaires qui vont pouvoir participer à cette étude et proposer l'étude à tout usager qui va aller faire analyser son produit. On va, au travers donc le Delphi, c'est une méthode qui permet de consensus, qui permet avec tous ces acteurs, donc ce comité de pilotage, de définir quels sont les événements indésirables possibles, comment on peut mesurer l'empowerment au travers de questionnaires qui sont parfois difficiles à développer et voilà, de ne pas se tromper sur les critères qu'on va analyser. On va comparer deux groupes, un groupe qui va être recruté, alors on fait comme on peut parce qu'on ne peut pas randomiser évidemment, donc on va recruter des usagers via plutôt le net, donc via des applications, et je fais un clin d'œil à No Drugs, mais on en parlera plus tard. Des usagers qui n'utilisent pas l'analyse de drogue et qui se connectent sur différents sites comme Psychoactif ou Plus belle la nuit. On propose de rentrer dans l'étude et certains auront accès à l'analyse de drogue, d'autres non, et on va tenter de comparer l'évolution de ces critères au cours du temps. On va également réaliser des entretiens, donc, comme je disais, socio-anthropologiques auprès des intervenants pour questionner aussi en quoi l'analyse de drogue peut modifier les pratiques professionnelles, comment elle s'insère dans un ensemble de services,
est-ce que ça permet de modifier les pratiques et peut-être d'améliorer le lien avec l'usager aussi, et des entretiens menés auprès des usagers pour aller comprendre un peu mieux qu'est-ce que cet outil permet d'améliorer, des critères qu'on n'arriverait pas à mesurer avec des questionnaires un peu arides. Je ne citerai pas la manière dont parfois on peut parler de ces questionnaires qui peuvent sembler un peu difficiles. Donc rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude, mais voilà, il y a une phase exploratoire, une évaluation longitudinale quantitative pour valider l'efficacité sur des critères qu'on va définir ensemble, et puis une évaluation plus qualitative pour approfondir un peu l'impact de ce dispositif, de cet outil, aussi bien auprès des usagers qu'auprès des intervenants de terrain. Voilà, et je crois que j'ai fini. Après les résultats attendus, voilà, l'efficacité, ça peut paraître parfois, inutile ou de mettre en place des études d'efficacité de cette ampleur, mais il faut savoir qu'on fait un pas en avant dans la réduction des risques et souvent on fait un pas en arrière, et quand on fait le pas en arrière, on est bien content d'avoir des données scientifiques. Donc voilà, les Canadiens peuvent vous le dire sur les salles de conso. Voilà, donc l'idée, c'est d'accompagner et de permettre d'avoir des résultats scientifiques pour nourrir un plaidoyer pour l'accès à ce dispositif. Voilà, merci. Merci Perrine. Merci. Pardon ? Merci Bertrand. Donc beaucoup d'interventions, c'était très riche. Bon, c'est vrai qu'au début, ATHS m'avait dit 2 heures, et finalement après, ils m'ont dit moins, et puis finalement après, on a dit entre 2, et puis résultat, ça nous laisse quand même du temps pour le débat, donc je ne prends pas la place. Je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est moi qui vais me balader avec le micro. Bon. Donc l'idée, c'est si vous avez des questions pour les intervenants, c'est le moment. Mais, oui. Et donc, tirer de manière systématique un trait d'égalité entre le niveau de pureté et l'absence de dangerosité, malheureusement, ça peut être un piège, quoi. Et je pense qu'ici, tout le monde le sait, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'usagers qui soient conscients de ça. C'est-à-dire, leur tendance naturelle, c'est de se dire, bah, oui, si effectivement le produit est pur à 100%, là, il n'y a plus de problème. Enfin, ça n'arrive en pratique à peu près jamais. Et je pensais à ça par rapport à la cocaïne à Marseille. A priori, il y a des niveaux de pureté qui sont quand même assez impressionnants. Ça ne veut pas dire que ce qui reste n'est pas, dans certains cas, franchement dangereux. Et je sais qu'en Île-de-France, il y a des cocaïnes qui ont circulé, qui étaient coupées avec des trucs vraiment, vraiment dangereux. Voilà. Merci. Alors c'était bon. Maintenant, je suis directeur d'établissement dans les Landes, mais je reste administrateur du bus 3132. Mais c'est une question très intéressante, les collègues du bus 3132. Juste, je dois... Ah, oui, 30 Béatrice. secondes, parce que je dois partir. Oui. Je voulais juste dire quand même que si j'ai retenu un truc de toutes les présentations, je vais citer, c'est pas de moi, c'est de Patrick Beauvry, c'est que quand même l'analyse des produits, ça moralise le marché. Et ça, je pense que c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, quoi. Hein, en dehors de tous les autres avantages pour les usagers. Je pense que ça, c'est... Ok, merci Béatrice. Oui, en fait, je voulais compléter, nuancer peut-être le propos du monsieur dont je ne connais pas le nom, Bertrand. Ah. En fait, ouais, je voulais compléter, nuancer votre propos. Et effectivement, vous avez raison, les produits de coupe peuvent être dangereux. C'est important de pouvoir les détecter, les identifier, les doser. Mais je rajouterais qu'en fait, le degré de pureté peut être aussi dangereux. Et qu'en fait, une cocaïne à 85%, elle peut être dangereuse selon le mode d'usage, selon les habitudes de l'usager. C'est le cas aussi pour l'héroïne, surtout dans nos régions où les personnes sont habituées à des doses très faibles. Si d'un coup un produit est pur, voilà, du coup c'était pour préciser là-dessus. Ok, merci. Victor, tu veux rajouter quelque chose ? Oui.
Après, ce qu'on voit souvent dans les collectes synthèses, en fait, c'est que le motif, ça va être effet indésirable, motif de collecte, effet indésirable, cocaïne, usagé qui consomme quotidiennement depuis X années, consomme une quantité à peu près habituelle de son produit, va faire l'expérience d'effet indésirable. Et en fait, très souvent, il s'agit d'une cocaïne qui est proche de la cocaïne pure, voire pure, et en fait l'usager ne reconnaît pas les effets du produit, est persuadé qu'elle est coupée avec des amphétamines et va essayer de diagnostiquer les effets qu'il n'a pas reconnus alors qu'il s'agit du produit auquel il estime être habitué. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec le projet international ou le TEDI? Parce que, bon, moi j'ai bien repéré que sur la carte européenne du TEDI, il y a quand même peu de structures françaises, ce que je trouve un peu dommage. Parce qu'en tout cas, au bus 3132, mais c'est complètement l'implication de l'institution dans ce projet européen qui a permis aussi de trouver l'idée et de travailler sur cette idée de l'analyse quantitative qui semble être quand même, quand on est usager de drogue, et je sais de quoi je parle, quelque chose de très attractif pour avoir envie d'être en lien avec des professionnels. Oui. Oui, j'avais une question, parce que c'est vrai que c'est ce qui a été dit en rapport à la difficulté de faire l'analyse des drogues dans l'endroit où la consommation est faite. Donc je pense que c'est ce que disait Jean-Marc Pouillet à ce sujet est fondamental. Parce que comment on intervient, comment c'est vraiment un outil de réduction des risques au-delà de la veille. Mais après, avec les applications, nous on voit quelque chose qui apporte du savoir directement à des gens qui même ne font pas analyser leurs produits. À mon avis, les applications, même si c'est une très bonne idée, ils ne sont pas très rapides, hein, au moins en France. Hein, c'est ça que je vois. Hein. Après, comment adapter ça à des gens qui n'ont pas de téléphone portable. Oui. Hein? Et je pense que ce n'est pas complètement impossible si on faisait, je ne sais pas, des informations dans les lieux d'accueil sur les analyses faites à la semaine. Ça pourrait, c'est comme faire la même chose que fait l'application à un niveau portable, mais le faire directement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des expériences comme ça? Je ne sais pas si vous connaissez des expériences, ou quelqu'un dans la salle connaît des expériences de ce type, de faire des informations directes dans les lieux d'accueil sur les drogues analysées dans les lieux d'accueil. Oui. Qui veut répondre? Jean-Marc, tu veux dire un mot sur la spectrose directement en milieu festif? Bon. Pour la spectro, malheureusement, il y a eu le Covid, donc on n'a pas fait beaucoup d'interventions, mais on a un panneau lumineux, donc il doit faire 1 mètre sur 1 mètre, c'est panneau lumineux, et en fait, quand on fait de l'analyse et qu'on veut faire une alerte quelconque, voilà, on peut l'afficher sur le panneau lumineux, et c'est dans le chill-out ou à l'entrée. Et donc tous les toughers et tougheuses peuvent voir cette annonce. En tout cas, c'est public. On essaye de faire... Non. Ah, par les dealers? Non. Non, mais voilà. On le faisait avant quand on faisait du testing. On avait un panneau et puis on notait comme ça, on faisait des alertes. Et donc, en fait, tout ce qui peut rendre le plus public possible les réponses, on va le mettre en œuvre. C'est-à-dire, voilà. On ne veut pas cacher les résultats quelconques. Ok. Julien, tu voulais intervenir. Marion, Maëla. Je ne suis pas totalement sûr d'avoir compris ce que vous disiez au niveau de la rapidité vis-à-vis des applications. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut être aussi rapide que ce que les résultats nous sont transmis. Donc ça peut être très rapide. Ce qui suffit qu'une fois que le résultat qui est fait, on envoie sur Internet, ça tombe sur l'application et hop.
Le truc qu'on a en développement, que Philippe a en développement, c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est la reconnaissance des pilules, enfin des substances, par photo. Bon, en gros, on prend la substance en photo. Avec du machine learning, on peut avoir la substance qui est confrontée aux autres qui ont été reconnues par le passé, de manière à rapprocher ça des résultats d'analyse précédents, avec une expérience utilisateur qui explique de manière didactique les substances, même si elles ont la même apparence, n'ont pas forcément le même contenu. Et du coup, la personne, en absence d'information, va avoir une information sur qu'est-ce qu'il est disponible, mais avec l'information que cette information n'est pas exacte, garantie, et que ça encourage à aller voir les structures d'analyse les plus proches que l'application va pouvoir conseiller géographiquement plus proches. Voilà. Merci Julien. Marion, tu as une question? Merci, moi j'ai une question et une remarque. En fait, en XAPA, pour proposer l'analyse de drogue, on a un peu des difficultés. Moi j'utilisais Synthèse jusqu'à maintenant, puis on m'a dit que en fait, c'était que quand il y avait des effets indésirables. C'était que quand il y avait des effets indésirables qu'on pouvait envoyer le produit. Donc je voulais un peu poser la question par rapport à ça, de comment est-ce qu'on pouvait faire de l'analyse de produits en XAPA. Et ma deuxième question, remarque, concerne, en fait, quand je vois au niveau géographique, les lieux qui sont utilisés dans l'analyse de produits, il n'y a pas du tout le milieu rural. Ah. Et en fait, du coup, moi, je travaille en milieu rural depuis peu, et je me dis qu'il y a vraiment du boulot. Donc, je voulais vous solliciter sur cette question. Parce que par Internet, notamment, le Darknet et tout ça, ça circule pas mal. Merci. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut mailler plusieurs dispositifs. Maëla, est-ce que tu veux répondre sur l'analyse de drogue en XAPA et poser ta question? Une remarque? Ouais. De drogue, effectivement, au milieu festif, on peut voir des panneaux d'affichage alertant effectivement sur les produits, mais par contre en milieu urbain et encore moins en milieu rural, c'est accessible. C'est-à-dire que moi, lorsque j'avais visité Energy Control il y a quelques années, où tu vois sur la vitrine, quand tu rentres, tous les produits affichés avec voilà, ce qu'ils ont pu rencontrer, analyser, en France, je pense qu'on en est très 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 loin, mais on avance quand même. Et effectivement, permettre aussi bien évidemment, l'accès à l'information avec des entretiens de réduction des risques, c'est une chose, mais aussi la formation, ne serait-ce que l'information, c'est déjà primordial. Enfin, voilà, mais il faut encore développer. Et en milieu rural, ça va être sur la distance, des envois à distance, notamment le développement avec le site, mais il faut encore développer, émailler. Et il y aura peut-être une HPLC de ce côté-là, je crois, qui pourrait permettre... voilà. Brigitte du CEID, Christian, Victor, Muriel. Alors, juste pour peut-être répondre et pour rebondir sur ce qu'a dit Victor, je pense que c'est l'intérêt de travailler en réseau. Il y a plusieurs structures qui font de l'analyse. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on est, je ne sais pas, plusieurs structures. Se rapprocher d'une structure, faire du partenariat. Il y en a en Occitanie. On a vu la carte tout à l'heure. Donc, je pense que tout le monde n'aura peut-être pas forcément un labo d'analyse, mais je pense que l'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble. Et la question de l'envoi postal, quand même, pour... Oui. Et du rendu de résultats à distance et de l'affichage digital des résultats. Victor. Christian, après. Du coup, en fait, j'ai des remarques un peu sur tout ce qui a été dit différemment. Donc, pour les collectes au milieu rural, en fait, la coordination régionale Synthèse distribue des kits dans toutes les structures et ça partira de votre structure directement au laboratoire, exactement comme si vous étiez à Bordeaux. Seulement, ma carte présente les coordinations locales. Ensuite, sur le partage des informations d'analyse, en fait, il avait été décidé à une époque, donc avec mes prédécesseurs, il avait été décidé de ne pas afficher les résultats des analyses Synthèse pour ne pas donner l'illusion que ces mêmes produits circulent ou qu'on a connaissance de leur diffusion localement. D'accord ? Donc là, je vous renvoie à ce que j'ai présenté tout à l'heure sur les lots, la diffusion des lots, etc. Et sur les photos,
En fait, je pense que c'est un outil auquel on ne peut pas vraiment se fier aujourd'hui, sachant qu'aux Pays-Bas, le dispositif qui ressemble à Synthes analyse environ 10 000 comprimés par an. Et pour eux, les deux critères pour dire que deux comprimés sont identiques, c'est le pesé au dixième de milligramme et une taille identique au 0,1 mm. Donc il y a deux paramètres et une photo, un logo, une couleur ne suffira pas pour dire que c'est le même. Et s'il y a une différence, on fera une analyse justement pour écarter le flou ou la confusion de l'usager. Mais c'est la logique de la photo n'amène rien en fait. Il faut pousser les usagers à chaque lot, le faire analyser, parce que le seul moyen de savoir ce qu'il y a dedans, c'est de le faire analyser. Ça, on est tous d'accord. C'est sûr. Et après, si on ne peut pas, peut-être qu'on peut malgré tout trouver des compromis dans l'accès à l'information et aussi accompagner les personnes à savoir comment interpréter les résultats avec toutes les limites de l'information telle qu'elle est présentée. Voilà. Moi, c'est juste pour réagir sur la publication, l'accès public des résultats. Christian. Oui, je vais vous faire part de mes réflexions qui sont quasiment surréalistes. Hein, Jean-Marc disait, donc en 2015, quand est-ce qu'on s'y met, hein, c'est ça? Bon, moi, en 2015, j'étais tout là-bas, de l'autre côté, dans le Pacifique, je ne me souviens pas. Mais moi, je me souviens ce qui s'est passé entre 96 et 99. On y était ensemble, tous les deux, et donc surtout avec André Benezek. En 96, on a été voir ce que faisait Eric Fromberg au DIMS Project Amsterdam, et il y avait deux sites accessibles sur Internet. Il y avait Evernrave en Allemagne, et il y avait, son nom m'échappe, mais c'est le type qui a écrit E comme Ecstasy, qui était un Anglais qui est mort. Voilà, Nicolas Sanders, qui est mort d'un accident de voiture, etc. Et donc en 96, l'application No Drug était géniale. On l'avait déjà. Ouais. Le micro. Oui, l'application No Drug, elle est géniale, mais en 96, donc il y a 26 ans, on l'avait. Et donc, ce qu'on a essayé de mettre en place à partir de 96-97 à Médecins du Monde, donc avant XBT, avant Synthes, excusez-moi, mais en 99, il y a eu une régression de 20 ans. Excusez-moi, mais politiquement, je vais faire ma Stamboul. On a eu les mêmes origines. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos honorables collègues, dont certains sont dans les autres amphis, qui étaient contre le testing et qui ont institutionnalisé ce qu'on a fait, c'est-à-dire, effectivement, plus d'informations. Parce que dans les derniers mois de la mission Rêve, version canal historique, hein, comme on disait à l'époque, donc 98, on avait effectivement des panneaux d'alerte. Alors, on n'avait pas des trucs lumineux, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas d'iPad, hein, mais on avait un truc, c'était un petit ordinateur de poche, je ne me souviens plus comment ça s'appelait, j'ai réussi à trouver ça. Hein, je ne sais pas, non, avant le tam. Et donc, on avait la base de données, c'est-à-dire qu'on avait copié ce qui se faisait en Hollande, c'est-à-dire qu'on amenait un Fernand Vidal, et donc on a fait 180 analyses à l'époque, donc en 97-98, HPLC, puisque au cabinet de Kouchner, on avait débloqué 1 million de francs à l'époque pour donner à Martine Galliot-Guillet, au service de toxicologie de Fernand Vidal, une deuxième colonne HPLC avec spectro de masse, puisqu'ils n'en avaient qu'un, pour faire toutes les analyses de toxicologie du nord de Paris et de la banlieue. Quand le lundi matin, moi, je lui amenais 2 pochons d'ecstasy, vous êtes gentil, mais j'ai pas le temps, j'ai qu'un technicien et un appareil. Donc on a fait ça, et on a eu donc un catalogue avec, et effectivement, c'est ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire qu'on avait la balance de précision, on avait la mesure, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le pied de biche, piacoulis, voilà, piacoulis micrométrique, etc. La photo, la couleur, l'épaisseur, le poids, le logo. Effectivement, on savait déjà qu'il y avait 2 coups de presse identiques avec 2 compositions différentes. Mais donc en 99, on avait tout ce qu'on a péniblement, à petit niveau, hein, aujourd'hui. C'est très intéressant de voir qu'on avait des HPLC avec la réponse, comme sur le modèle de Fromberg, hein, ce qu'il nous avait expliqué quand on avait été le voir à Maastricht, hein, c'était d'une semaine sur l'autre. C'est-à-dire si on ramenait le lundi après la teuf les extasies qui s'étaient analysés dans la semaine, le week-end d'après, et on a réussi à le faire certaines fois pour mettre, donc c'était des tableaux Velleda hein, à l'époque, hein, donc on n'avait pas de smartphone, et on avait des tableaux Velleda, écrivait le comprimé avec tel logo, tel machin, on a l'analyse intégrale. Donc l'information du... Et donc il ne faut pas, enfin moi je suis désolé, hein, pour être parti très longtemps dans les îles pendant 17 ans, je peux voir politiquement qu'il y a un énorme scandale, il y a une espèce de régression. Encore une fois, vous savez très bien, il y a un certain nombre qui ne sont pas loin de mes honorables collègues comme mon âge, qui ont les cheveux blancs par contre. Pas de testing, hein, prosélytisme,
pas les analyses. Hein. Le prosélytisme, c'était pas faux. Donc que les bons produits, tu vois, testés in vitro et in vivo. Hein. Le problème, c'était déjà, moi, dans les années 80, à Fernand Vidal, toujours, puisque j'ai commencé là-bas à Fernand Vidal, où il y avait la toxicologie, il y avait l'addiction. Ouais. C'était Jean Dugarin, le chef de service espace Murgère, qui gueulait sans arrêt parce qu'on n'arrivait pas à avoir, quand il y avait des épidémies de produits dangereux, ce qu'il en était, alors que les flics et les douanes avaient les analyses. Donc on était parti de là, il faut voir l'histoire. Et donc quand on a réclamé à ce que l'information elle aille d'abord et avant tout aux consommateurs, l'institution, et tu n'étais pas là, Victor, à l'époque de Synthèse, mais si tu veux, Rodolphe Ingold et moi qui étions les deux psychiatres à l'OFDT du conseil scientifique, en 99, on s'est auto-évacué, ou on a été évacué. C'est peut-être la drogue, mais je ne me souviens plus exactement ce qui s'est passé. Hein, et en gros, donc, on a eu d'autres apparatchiks, on va dire, qui se sont installés, et au niveau institutionnel, ça a été un retour en arrière. Je ne sais pas, Bertrand, tu étais là aussi, je ne sais pas si tu confirmes. Muriel, tu avais une question. Oui. Ce qui est intéressant, c'est la recherche de périne. Oui. Voilà, ce qui va être Mais... intéressant, c'est de ne pas se retrouver, c'est-à-dire appuyer, ouais. faire la recherche, voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et partir de l'expérience, parce que malgré tout, je pense qu'il faut une pluralité de dispositifs. Voilà. Et on voit bien, enfin moi j'ai toujours en tête sur ce que tu as présenté Jean-Marc quand même, que quand on a cherché à augmenter le recours au dépistage dans la population HSH, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place les TROD et on a formé des pairs à aller faire le dépistage. Donc si on veut augmenter et déployer l'analyse et la rendre la plus accessible possible avec les usagers, il faut une complémentarité entre toutes ces approches. Muriel, tu voulais rajouter quelque chose? Ah. Je suis désolé, hein, je vais dire une grosse fâcherie, mais il faut quand même se souvenir que le monsieur qui dirigeait la 1000DT, la 1000DK, la 1000D à l'époque est un grand anti-prohibitionniste qui s'appelle, je me moque là, qui s'appelle Didier Gell. Voilà, je le rappelle méchamment, oui. Parce que je pense que l'arrêt du testing, ça a évidemment joué un énorme rôle dans le fait que la dynamique s'est brisée, quoi. Oui. Oui. Juste, pour dire encore beaucoup de choses sur l'analyse de drogue, moi, c'est juste en tant que responsable d'une structure d'un XAPA, je voulais répondre à... Je sais pas, il m'écoute pas, c'est pas grave. Ouais. Mais, donc, nous, on reçoit des alertes de synthèse ou des analyses qui nous semblent opportunes. C'est vrai qu'on les affiche, en fait, en bas du XAPA. C'est une façon de... Et on essaie, effectivement, de le transmettre aussi de manière plus personnelle aux usagers, mais en tout cas, on met des alertes. Et sur l'envoi postal, peut-être juste préciser, parce que quand tu le fais, tu vois de quoi tu parles, mais quand les gens qui ne l'ont jamais fait, c'est-à-dire que ce sont ceux qui analysent, qui fournissent en fait les enveloppes et un kit en fait de collecteurs pour pouvoir après l'envoyer simplement au laboratoire. C'est-à-dire effectivement, tu ne prends pas ta petite enveloppe, tu ne mets pas ton produit, tu ne mets pas à la poste. Non, mais c'est... J'avais fait ça il y a très longtemps, quand je travaillais à Marmottan, et je m'étais fait engueuler par je m'étais fait engueuler par le pharmacien qui analysait les produits en me disant que ça se faisait pas, que c'était illégal. J'avais envoyé microdose de je sais plus, de NPS, d'ailleurs c'était les premiers NPS que j'avais. Mais bon, donc en fait il y a des kits d'analyse. Voilà. On fait pas n'importe quoi. Victor, peut-être encore une question après, et puis on va devoir arrêter, je pense. Bon, c'est dommage, les échanges sont passionnants, mais je voudrais revenir sur deux trucs. L'affichage des résultats, en fait, dans les structures, nous, on encourage les gens à valoriser les résultats qu'ils ont obtenus via synthèse. Après, encore une fois, le seul problème, c'est le délai le résultat qui arrive après l'apparition de la vague d'effets liés à un lot, par exemple. Sur le deuxième truc, c'est à propos de l'oubli en fait, des institutions. Ça, c'est vraiment intéressant. On voit ça aujourd'hui avec le travail qu'on fait institutionnel avec la DGS et la 1000DK aujourd'hui. En fait, ils mettent toujours les attentes des acteurs de terrain en leur répondant que on n'a pas assez de recul, qu'on n'a pas observé les pratiques suffisamment, qu'on ne connaît pas assez bien les techniques, qu'elles n'ont pas été évaluées. Et donc, à chaque fois, on est obligé de repartir de choses vraiment, non pas de l'action des acteurs de terrain, mais de la façon dont ils les valorisent.
Et donc le travail de valorisation, et là je m'adresse à tous les acteurs, est très important pour pouvoir promouvoir les outils que vous utilisez, les mettre en avant. Donc on a essayé de faire ça avec Technoplus, donc une petite évaluation en faisant une évaluation croisée de vos résultats. Et ça vraiment on encourage fortement pour pouvoir aller derrière, voir les pouvoirs publics et promouvoir les outils que vous utilisez. Voilà. Marine Gobert. Oui, bonjour, Marine Gobert, je travaille à la Fédération Addiction. C'était pour dire qu'il y a un réseau national en France qui s'appelle le réseau Analyse Ton Prod, qui est le réseau en fait, qui est issu de l'expérience du réseau XBT qui a longtemps été porté par Médecins du Monde. Ce réseau donc, est animé au niveau national par la Fédération Addiction et regroupe une vingtaine d'associations gestionnaires ou pas, d'envergure nationale, territoriale, et a vocation à regrouper les associations qui souhaitent mettre en place de l'analyse de drogue à visée de réduction des risques ou qui le font déjà, permettre l'échange de pratiques, voilà, tout un tas de choses possibles. On a co-construit une charte pendant ces 2 dernières années. On a co-construit des modalités de fonctionnement. Donc voilà, le message que je souhaite faire passer, c'est si vous vous intéressez à l'analyse de drogue, venez rejoindre le réseau en fait. Merci. Une ultime remarque ou question? Une ultime, non. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci à tous les intervenants surtout.